Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur le studio TV Acuité Silmo pour parler profession et formation. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'une question que vous êtes nombreux à vous poser. Les opticiens titulaires du master pourront-ils un jour obtenir de nouvelles compétences ? En effet, la santé visuelle doit faire face à une pénurie d'ophtalmologistes qui s'aggrave d'année en année, alors que la demande en soins ne cesse d'augmenter. Les délais d'attente s'allongent et les opticiens sont-ils à même de pallier ce déficit en récupérant certaines des missions des ophtalmos? Et si oui, dans quelles conditions? Alors, nos invités vont nous faire part de leurs souhaits, de leurs espoirs, nous diront ce qu'ils veulent et aussi de ce qu'ils ne veulent pas. J'ai l'honneur de recevoir Madame Olga Prenat, directeur de l'Institut et Centre d'optométrie de Bure-sur-Yvette. Bonjour Olga. Bonjour. Le docteur Thierry Bourg, qui représente sur ce plateau le SNOF, Syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonjour docteur. Philippe Verplest, président de l'AOF, l'Association des optométristes de France. Bonjour. Et Jean-François Marinacci, qui représente ici l'UDO, l'Union des opticiens. Bonjour. Alors, nous devions accueillir M. Ulrich Adam, président du Conseil européen de l'optique et de l'optométrie, mais qui n'a pas pu se rendre sur notre plateau aujourd'hui. Donc, pour faire le point sur ce qui se passe d'abord chez nos voisins européens, on va peut-être faire parler Monsieur Marinacci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour bien déjà cerner ce débat, comment ça se passe en Europe au niveau de la filière de santé visuelle? Est-ce qu'entre le triangle, ophtalmologiste, orthoptiste, opticien, optométriste? Alors, il y a différents systèmes de fonctionnement, hein, comme tout le monde le sait. On a un système, on a le système français d'abord, avec l'opticien d'ordonnance et l'ophtalmologiste qui est l'unique prescripteur au niveau de la filière visuelle. Ensuite, on a le système anglo-saxon qu'on va retrouver essentiellement dans United Kingdom, l'Angleterre, l'Irlande, etc. Et quelques pays nordiques, dont la Norvège, il me semble, où on va retrouver le principe d'un optométriste dit médical et toujours de l'opticien dispensing optician, l'opticien d'ordonnance. Ensuite, dans la plupart des autres pays européens, du moins sur les adhérents de l'ECO, on fonctionne un peu sur le principe de l'opticien optométriste. C'est-à-dire que c'est un opticien qui a évolué au niveau formation. Donc on retrouve pratiquement le même système de formation, Bac plus 4 ou Bac plus 5 en fonction des pays. C'est un petit peu le système qui existe en Espagne ou en Allemagne ou en Italie, c'est-à-dire que ce sont des opticiens qui ont la possibilité de s'occuper de la prescription de lunettes et des lentilles, voilà, sans passer par l'ophtalmologiste. Tout à fait. Mais bien entendu, il existe quand même le métier d'ophtalmologiste, bien entendu, qui prend en charge tout ce qui est pathologie. Il s'occupe plus de la chirurgie, des pathologies oculaires, etc. Ouais. Docteur Bourg, je crois que vous avez une carte de l'optométrie en Europe. Est-ce qu'on peut me l'envoyer en régie? Est-ce que vous pouvez nous la commenter? Oui, excusez-moi, j'ai un petit problème de voix depuis quelques jours. Fait cette carte à la suite de publications par le C2O et puis également par des renseignements qu'on a obtenus auprès d'ophtalmologistes d'autres pays. Donc il y a en fait pour nous trois situations. Il y a les pays effectivement anglo-saxons, essentiellement l'Irlande, le Royaume-Uni, puis également les Pays-Bas et la Norvège, où l'optométrie est reconnue en tant que telle comme profession individualisée et où elle est prise en charge par le service de santé. Après, vous avez un certain nombre de pays où elle est reconnue, mais en pratique, elle est relativement limitée dans ses attributions. Et il n'y a pas de prise en charge, donc c'est essentiellement l'Espagne, la Tchécoslovaquie, plutôt la République tchèque actuellement, la Hongrie et puis la Roumanie, avec une situation un peu particulière en Suisse. Tout le reste, c'est des pays où les optométries ne sont pas reconnues en tant que telles, mais les opticiens peuvent avoir des prérogatives un peu différentes sur les pays. Alors pour compléter ce qu'a dit M. Marinas, disons qu'en France, on n'est plus tout à fait dans l'opticien d'ordonnance depuis 2007, puisque l'opticien peut renouveler les ordonnances et les adapter à partir d'une profession médicale, ce qui est un dispositif unique en Europe. D'ailleurs, on fera le point un peu plus tard dans la journée sur cette réforme de 2007. Olga, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais faire une petite parenthèse. Donc, en Allemagne, la formation pour devenir maître opticien, en fait, la formation se fait exclusivement en alternance, en 3 ans. Et les maîtres opticiens qui souhaitent faire les examens de vue et approfondir les connaissances en optique de contact, ils réalisent une année supplémentaire. Et c'est environ un quart d'opticiens allemands qui réalisent cette formation.
D'accord, donc peut-être qu'un jour le système français s'orientera vers un tel dispositif. Alors on va parler du rapport Hénard. Laurent Hénard est un député qui a rédigé un rapport sur les métiers de santé et dans lequel il préconise de créer des métiers de santé de niveau intermédiaire pour améliorer l'efficience du système de soins. Monsieur Bourg, est-ce que vous pensez que cette solution est adaptable à la santé visuelle en France et comment votre syndicat, le SNOF, pourrait la décliner? Alors le SNOF a participé aux travaux de la mission Hénard, donc, qui regroupe également le professeur Berland, qui est responsable de l'Observatoire national des démographies des professions de santé. Donc il y a 3 niveaux importants à retenir dans ce rapport, et c'est plus qu'un rapport parlementaire, puisqu'il était demandé par le ministre. Donc le premier niveau, c'est de renforcer les professions socles qui existent déjà, donc les professions paramédicales comme orthoptistes et opticiens. Dans notre filière, donc c'est opticien et orthoptiste. En disant qu'il faut muscler la formation, les compétences, et que ça devrait faire face à l'essentiel des besoins pour l'avenir, donc par exemple 90% des besoins de santé. Après, il y a des situations particulières où on peut être amené à faire des formations complémentaires sous forme de DU, diplôme d'université, par exemple CQP, ou des protocoles qui se déclinent par l'article 51 de la loi HPST. L'article 51. Voilà. Les protocoles de coopération, qui sont prévus. Alors pour rappeler un peu ce que c'est, cet article 51 prévoit que des professionnels de santé entre eux collaborent et se délèguent des tâches selon un protocole qui doit être validé par la Haute Autorité de Santé. Voilà. Et après, en général, c'est décliné au niveau régional. Certains vont être déclinés au niveau national. Et ensuite, ça pourrait être étendu à l'ensemble de la profession, éventuellement, si c'est très intéressant ou pas. Donc ça, c'est des choses qui correspondraient à des formations de 3, 6, voire 1 an. Alors ça... 3 mois, 6 mois ou 1 an. Oui, enfin, c'est variable suivant les formations. Après, dans un nombre limité de situations, en partant des besoins de santé, en divisant les postes de travail et puis ensuite les compétences nécessaires et après seulement la formation et les diplômes, il y aurait des nouveaux métiers de santé qui seraient très peu nombreux, limités en nombre et qui correspondraient vraiment à des niches bien définies. Alors, ce qui est visé par le rapport Hénard en premier, c'est les infirmiers anesthésistes et les IBOD. Il serait question de fusionner les deux futures professions pour en faire qu'une seule. Et peut-être aussi en imagerie médicale. Mais là, il faut aussi un consensus au sein de la filière pour créer ces professions. Donc, les masters, enfin, ce que moi j'ai bien compris dans cette mission, c'est qu'ils seraient peu nombreux et peu importants en volume. Hein. Ce seraient vraiment des niches. Et ils vont mettre plusieurs années à se développer. Hein. Alors, Monsieur Marinacci, comment l'UDO interprète le rapport Hénard et pourrait adapter les solutions qu'il préconise dans la filière de santé visuelle? Comment vous le voyez-vous? Le rapport Hénard est tout à fait en phase avec ce que nous, on décide, on a envie de voir apparaître au niveau de la profession d'opticien à l'UDO. C'est-à-dire qu'on veut positionner, en plus du diplôme de BTS, la licence et le master, la licence d'optique professionnelle et le master de sciences de la vision, avec bien entendu des compétences complémentaires en fonction du niveau de formation. Et en plus, on est totalement en phase avec les préconisations de la HAS, puisque c'est exactement ce qu'ils aimeraient voir se développer en France. Voilà. Donc dans votre esprit, c'est quand je suis titulaire d'un master, j'ai le droit de faire par exemple de la prescription de lunettes ou de lentilles. Voilà, exactement. C'est-à-dire ce qu'on aimerait pouvoir obtenir, c'est qu'au niveau master, pouvoir avoir le droit de prescrire des lunettes et le droit de prescrire et d'adapter des lentilles de contact. Voilà. Monsieur Verpletz, est-ce que c'est une interprétation du rapport qui vous convient? Globalement, oui. Des petits détails qui me gênent un petit peu, c'est quand on parle de prescription au niveau des lunettes ou des lentilles de contact. Pour moi, déterminer un équipement optique, lentilles ou lunettes, ce n'est pas une prescription puisque ce n'est pas un acte médical, c'est un acte essentiellement technique et scientifique. C'est important de le souligner. C'est déjà un point important. La deuxième chose qui est non négligeable, alors bien effectivement, il faut envisager 2 niveaux de formation. Bon, le niveau BTS aujourd'hui est insuffisant, je l'ai signalé, enfin, de mon point de vue, je trouve que l'opticien lunetier manque de formation aujourd'hui, donc, et là je rejoins Jean-François Marinacci. On parlera d'ailleurs plus tard de la réingénierie du diplôme.
je pense qu'il faut avancer dans ce sens-là. Bon, quant au rapport Hénard, effectivement, comme le rappelait M. Bourg il y a quelques instants, a été construit avec le professeur Berland. Le professeur Berland que nous avions rencontré à l'époque nous avait parlé de cette proposition de donner des compétences supplémentaires aux orthoptistes. Nous lui avions dit qu'au niveau du nombre d'heures de formation, au niveau des compétences des orthoptistes, ils ont un métier qui est leur, qui doit rester leur métier. Il y a des actes professionnels qui sont différents. Il faut savoir que les opticiens qui ont un niveau maîtrise ou master en optométrie ont à peu près 10 fois plus d'heures de formation que les orthoptistes. Donc pourquoi créer une nouvelle filière pour les orthoptistes? Pour que les orthoptistes défendent leur activité, c'est normal, mais je ne vois pas pourquoi nous ne sommes pas, les pouvoirs publics ne se sont pas tournés vers des professionnels qui sont déjà formés, qui ont déjà des compétences et qui ont une pratique. Bon, à améliorer, certes. Donc je pense que le rapport Berland a été déjà faussé à la base et c'est un point où évidemment nous ne pouvons pas abonder. Docteur Bourg, votre réaction à ce que vient de dire M. Verplet, c'est un peu plus haut, M. Marinacci? Le problème de l'AOF, c'est qu'ils n'ont jamais voulu se situer dans le système de santé français. En France, on a une séparation très nette entre ce qui est fonction de soins et fonction de vente de produits médicaux, que ce soit pharmacien ou optique. Et donc c'est un combat d'arrière-garde puisque les orthoptistes ont été poussés par les pouvoirs publics depuis une dizaine d'années. Il y a eu 2 décrets. Là, on a relancé la démographie des orthoptistes, on a augmenté le nombre d'écoles. Il y a eu des compétences supplémentaires qui ont été données à travers des décrets. Et il y a plusieurs protocoles de coopération qui vont sortir prochainement pour confier des nouvelles compétences aux orthoptistes. Donc les pouvoirs publics sont dans cette voie-là. Et c'est normal puisque les orthoptistes... C'est une nouveauté? Non, mais on travaille dessus depuis 6 mois. Oui, donc c'est assez récent. Oui, le dispositif existe depuis peu de temps, depuis un an. Qu'est-ce que ça va être, ces prérogatives? C'est encore un petit peu tôt. Pour l'instant, c'est encore en discussion avec l'HAS. L'adaptation de lentilles de contact, par exemple? Non, ça fait partie éventuellement des projets à venir, mais pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, bon, les pouvoirs publics sont très dans ce cadre-là, ce qui est logique puisque les orthoptistes sont formés en faculté de médecine. Ils font des stages dans le milieu médical, ils connaissent les patients, et ce qui n'est pas le cas des optométristes. Dans la formation, on est certifié par personne au niveau médical, et on ne peut pas, à partir d'une faculté de sciences, faire une pratique médicale, ce n'est pas possible. Bon, j'aimerais répondre en 2 mots. Premièrement, la formation en milieu médical, puisqu'il y avait une collaboration avec la faculté de médecine de Crémenat-Bicêtre, cette formation qui était certes insuffisante, il y a des choses à améliorer, ça c'est certain, mais cette formation a cessé suite à la volonté du SNOF. Donc il y a déjà quelque chose qui me perturbe un petit peu. Ensuite, de dire que nous avons un souhait d'optométrie de type anglo-saxonne, ça c'est toujours une phrase qui m'a exaspéré parce qu'il n'y a pas d'optométrie de type anglo-saxonne, c'est avec du dépistage, c'est ça? Bien évidemment. Comment peut-on raisonnablement déterminer un équipement optique, lunettes ou lentilles de contact sans prendre un minimum de précaution, de faire quelques tests de dépistage? À la moindre anomalie, je dis bien dépistage, j'insiste auprès de M. Bourg, je parle bien de dépistage, je ne parle pas de diagnostic. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne voulons pas l'être. D'accord? Donc, une anomalie, on n'a pas à analyser quelle est la cause de cette anomalie. Plus notre formation sera complète, mieux ce sera. Mais à partir du moment où on voit une anomalie, on réfère au médecin concerné, dans 99% des cas, le médecin ophtalmologiste, et ça marche très bien ailleurs. Alors, M. Marinacci, je crois que vous n'avez pas la même vision des choses. Moi, je trouve totalement aberrant de vouloir développer en France un système qui existerait qu'en France. C'est-à-dire, on va dans une logique d'une harmonisation européenne sur tous les métiers et sur les pratiques. Or, à l'heure actuelle, en Europe, on fonctionne à 90% sur le principe d'opticien optométriste, c'est-à-dire avec possibilité de s'occuper de la partie fonctionnelle de la vision, c'est-à-dire des lunettes et des lentilles de contact. Et dans ces pays-là, a priori, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Alors en France, on va définir et on va développer un système qui n'existera qu'en France, donc qui va être complètement difficile d'harmoniser avec le reste de l'Europe. Pourquoi ne pas aller dans le sens des autres pays européens
et harmonisé plutôt dans le sens de l'opticien optométriste. C'est quelque chose que j'arrive pas à saisir. Surtout que dans ces pays-là, la réfraction et la contactologie ne sont pas considérés comme des actes médicaux. Donc voilà, c'est tout à fait. Et c'est ce que nous, on voudrait se voir se mettre en place en France. Et en termes de dépistage, non, mais nous, on veut pas du voilà, tout. Vous ne voulez pas du dépistage. Non. Juste un tout petit très, point. très brièvement, M. Herplet. En deux mots. Le docteur Bourg vient de préciser qu'il y avait une volonté de donner plus de responsabilité, de pouvoir aux orthoptistes. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, le nombre d'orthoptistes a augmenté de 40%, plus de 40%, et les problèmes des délais d'attente ne sont pas du tout améliorés. Donc on voit bien l'inefficacité de cette délégation de tâches, et nous nous en rendons compte tous les jours. Je crois que le docteur Bourg veut réagir. Non, mais je voulais juste dire Oui. une petite chose. Je trouve ça bizarre. On est en train de discuter de l'évolution de la profession d'opticien et on n'a pas de représentants des deux syndicats d'opticiens qui soutiennent d'ailleurs le SNOF et le docteur Bourg contre la mise en place, enfin la pratique de l'optométrie. Comment se Non, fait-il nous les avons pas invités, Voilà. ils ne sont pas venus. Donc en fait, ils ne sont pas intéressés par l'évolution de la profession d'opticien, en fait, si je comprends bien, parce qu'ils ne sont pas présents. C'est bien Non, ça. ils ne sont pas présents, nous les avons invités. C'est juste un petit aparté que je voulais faire, parce que je trouvais ça bizarre que nos amis ne soient pas représentés. Non, en tout cas, ça ne vient pas de nous. Voilà, ils ont été conviés. Docteur Bourg, voilà, je vous fais réagir et après on passe à un autre sujet. Je peux vous dire que ce qu'on met actuellement en place en France intéresse beaucoup de pays en Europe, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou d'autres pays encore. Donc il ne faut pas dire que dans tous les pays il y a des opticiens optométristes, ça n'est pas vrai. Ce qui a été mis en place en France, c'est deux choses différentes. C'est d'une part tout ce qui est à caractère médical, c'est effectivement pour les délégations se diriger vers les orthoptistes. Et ce qui est plutôt réfraction pure, c'est collaborer avec les opticiens. Donc le décret de 2007 est quand même un modèle, puisqu'on reconnaît le droit aux opticiens de faire la réfraction. Donc on ne peut pas dire que la réfraction est un acte médical, puisque ça n'est plus le cas en France. C'est pas qu'ils n'avaient pas le droit, enfin on reviendra plus en détail dans notre émission de cet après-midi sur ce sujet, mais je crois qu'en fait les opticiens avaient le droit de pratiquer la réfraction, sauf que les lunettes n'étaient pas prises en charge par la sécurité sociale. C'était un droit qui était théorique, qui n'était pas pratiqué en fait. De clients qui n'ont pas de mutuelle. Alors, il y a quand même 93% des clients qui ont des mutuelles. D'où la différence que je faisais entre prescription et non prescription. Parce que quand je parle de prescription en France, c'est pour avoir droit à un remboursement derrière au niveau d'une complémentaire santé. Voilà, c'est uniquement pour ça que je parlais de prescription. Puisque dans les autres pays européens, c'est pas du tout le même principe de fonctionnement. Donc, à la limite, on peut même ne pas parler de prescription, on parle d'acte. Et sachant que prescription, c'est un acte médical. Voilà. Oui, alors on va en revenir au rapport ENAR, qui s'appuie notamment sur l'intégration des professions paramédicales au dispositif LMD, licence master doctorat, qu'on appelle le processus de Bologne. Donc les opticiens sont concernés. Madame Prona, est-ce que vous savez où en est ce dossier? Comment ça va se passer? Est-ce que la formation d'opticien va devenir une formation universitaire? Alors en tout cas, le dispositif devait rentrer en vigueur pour 2012. C'était le calendrier fixé par les autorités européennes. Maintenant, a priori, je pense que si c'est pour la rentrée 2012, on serait déjà au courant. En tout cas, en tant que directrice de l'Institut Centre d'Optométrie, en préparant les élèves au diplôme du BTS opticien lunetier, je serais concernée, je serais au courant, mais a priori non. Donc je ne sais pas si... Est-ce que les syndicats ont des informations là-dessus, sur ce fameux dispositif LMD? Pour l'instant, je suis ce que vient de dire notre amie Olga. Effectivement, il n'y a pas de date butoir établie à ma connaissance. Bon, la volonté, je crois qu'elle est unanime chez les représentants des opticiens, que ce soit les absents, que ce soit les présents. Nous souhaitons tous une évolution de la formation de l'opticien lunetier à un niveau Bac+3. Quant au niveau universitaire LMD, d'accord, et pour une qualification en optométrie, on envisage donc un niveau master, donc un niveau Bac+5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des formations qui se font actuellement essentiellement dans une université, mais à terme, ça peut se multiplier, et nous savons tous que les universités ont une autonomie qui fait des différentiels entre les niveaux de formation qui peuvent être préjudiciables pour la profession. Ce pourquoi l'AOF défend depuis longtemps des niveaux de formation dans des universités, dans des instituts privés, dans n'importe quel établissement de formation, mais nous souhaitons qu'il soit mis en place un diplôme professionnalisant
à l'exemple du BTS aujourd'hui, qui soit le même pour tous les opticiens d'un niveau Bac plus 3 et pour tous les opticiens qualifiés en optométrie d'un niveau Bac plus 5. Donc nous souhaitons la mise en place d'un diplôme basé à l'exemple du diplôme européen. Le diplôme européen, bon je ne vais pas le détailler, mais le diplôme européen d'optométrie, il y a 3 parties. Très schématiquement, la partie A, c'est l'opticien. La partie A plus B, c'est l'opticien niveau licence. Et la partie C, c'est A plus B plus C. Donc, c'est le niveau opticien optométriste, profession, qui donne le droit d'exercice dans la plupart des pays anglo-saxons, en particulier l'Irlande, la Grande-Bretagne, les pays qu'évoquait le Dr Bourg tout à l'heure. Oui, Olga. Donc pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les orientations qui vont être retenues pour ce dispositif du système LMD. Mais en tout cas, ce que je souhaitais dire, c'est la tendance aujourd'hui, 2/3 de nos élèves poursuivent les études après le BTS, donc à peu près 80% en licence. Et on sait que cette année supplémentaire, c'est un réel plus pour la pratique du magasin, notamment de la réfraction, bien sûr, pratique de la basse vision. Donc moi-même, qui a fait à mon époque les études de maîtrise, j'ai fait les stages, j'ai eu la chance de faire le stage hospitalier au Kremlin-Bicêtre donc de 3 mois. J'ai eu de la chance de faire un stage de 3 mois dans un laboratoire de lentilles de contact. Grâce à ces stages et grâce à cette formation, j'ai travaillé dans le service de basse vision. Et voilà, donc c'est une expérience riche. En tant qu'opticienne, j'ai pu faire des belles choses, beaucoup de réfraction. Forcément, quand on prend en charge un client, on prend une ordonnance, la relation avec le client n'est pas la même, donc c'est un réel plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique de ce que je sais faire n'est pas la même, serait pas la même sans cette formation. Année supplémentaire. Et c'est vraiment un plus. Maintenant, l'intégration, bon voilà. En tout cas, les établissements suivront la réforme. Ouais. On va adapter notre enseignement. Mais aujourd'hui, la réalité du marché, je pense que les opticiens doivent aller au-delà du BTS pour pratiquer la réfraction. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il y a un consensus, non, entre les syndicats pour faire passer la durée de la formation du BTS à 3 ans. Monsieur Marinacci ? Comme nous avons quelques absents, on ne peut pas parler pour eux. Parce qu'il me semble que en fait, la position, entre autres, du SINOP et de la FNOF était plutôt pour la reconnaissance du BTS au niveau licence, c'est-à-dire sans année de formation complémentaire. Donc bon, maintenant, ils ne sont pas là pour en parler, c'est pour ça que je déplore quand même leur... Pour nous, au niveau de l'UDO, oui, de toute façon, nous, on est vraiment pour l'évolution au minimum au niveau licence et puis au niveau master, puisque pour le principe d'harmonisation européenne, puisque la plupart des formations dans les autres pays européens qui nous entourent sont au minimum Bac plus 4 et pratiquement tous au Bac plus 5. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voudrait évoluer jusqu'au master, oui, avec les compétences complémentaires, bien entendu. Monsieur Bourg, vous voyez un inconvénient ? Est-ce que la formation passe à 3 ans ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Jusqu'à présent, ça a toujours été les pouvoirs publics qui ont été opposés en fait, au passage à 3 ans. Après, tout dépend de ce qu'on met dans cette 3e année au niveau licence. Donc ça sera discuté quand le diplôme arrivera au niveau ingénierie, je pense. Après... Justement, parce que cette intégration au processus LMD prévoit aussi une réingénierie du diplôme. Donc qu'est-ce qu'on entend par réingénierie exactement ? On va augmenter le référentiel, on va le faire progresser ? C'est définir les activités, les compétences, puis on déduire la formation qui est nécessaire pour... Donc c'est revaloriser la formation, c'est ça, Olga ? Redéfinir le programme. Hein. Redéfinir le programme. Et comment ça se passe pour redéfinir le programme ? Enfin, cela dit, moi, quand j'avais posé la question à la mission ENAR, et pour eux, pour l'instant, c'était de dire que les formations à 2 ans restaient à 2 ans. Bon. Après, c'est un choix politique gouvernemental. Hein. Parce qu'en général, même pour toutes les formations paramédicales, le même rapport indique qu'il préconise se baser sur les systèmes existants. Oui. Pas uniquement pour le BTS opticien à l'unité. Par exemple, pour les kinésithérapeutes, audioprothésistes, podologues, pareil. Et là, le système qui existe, qui fonctionne, et on rajoute les étages supplémentaires. En tout cas, c'est les rapports que j'ai lus. Les kinés vont rester à 3 ans. Ils avaient demandé à passer à 5 ans, ils vont rester à 3 ans. Les orthophonistes, elles sont à 4 ans, elles seront reconnues à 3 ans. Les orthoptistes qui sont à 3 ans d'études sont reconnus à 2 ans en fait. Donc elles vont passer en licence et c'est quasiment sûr. Après, bon, alors au niveau master, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura un master qui sera ouvert à la plupart des professions paramédicales, mais ce n'est pas du tout à mon avis ce qu'on imagine. Les masters seront peu nombreux, ouverts à plusieurs professions paramédicales sûrement. Par exemple, il y a les cadres de santé qui sont ouverts à toutes les professions paramédicales. Ouais. Mais il ne faut pas croire que ça sera une continuité avec le diplôme d'opticien. Je crois que c'est une erreur, ça. Parce que si on connaissait, par exemple, l'opticien optométriste à 5 ans,
ça serait un doublon par rapport à l'opticien qui sera 3 ans, puisqu'il ferait la plupart de ses activités seront en doublon avec l'opticien normal. Et ça ne va pas dans le sens du processus LMD. Le processus LMD est également difficile à mettre en place au niveau santé. C'est beaucoup plus facile pour les ingénieurs, pour les écoles de commerce, etc. Et ça piétine depuis une dizaine d'années, et ça n'est pas pour rien, quoi. Monsieur Verpletz ? Pour information, il y a une petite anecdote. Nous avons participé à différentes réunions au ministère de la Santé quant au passage au niveau LMD, et il nous a été bien précisé que le ministère était tout à fait favorable pour nous appuyer auprès du ministère de l'Éducation nationale pour passer à un niveau Bac+3. Le seul problème, c'est qu'il ne fallait pas que ça coûte 1 centime de plus à l'État. Bon, je suis quand même content de voir que le docteur Bourg est d'accord avec moi, que la diversité des formations est une richesse, mais quelque part, avoir un diplôme professionnalisant qui soit propre à notre profession, au niveau national, est un point positif pour la future profession d'opticien optométriste, j'ai dit. Question qui m'intéresse aujourd'hui, est-ce que ça va être BTS plus 1 ou formation d'opticien en 3 ans? Quelle forme ça pourrait prendre? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a des renseignements? Mais est-ce que vous pouvez répondre à Olga? Il y a un petit problème de son et j'ai pas tout. Olga, vous pouvez répéter votre question? D'après vous, est-ce qu'il y a les orientations possibles, c'est BTS plus 1, et donc où se fera cette 3e année? Ou est-ce que c'est un BTS étalé sur 3 ans? Dans ce cas-là, c'est plus un BTS parce que le BTS officiellement en France, c'est sur 2 ans. Pour ma part, je suis pour un BTS plus 1 an. Bon, il est certain que la formation de 3 années post-bac doit passer par les universités, avec la problématique que j'évoquais tout à l'heure, où nous avons des différences de niveau de formation selon les universités, d'où ce souhait d'avoir un diplôme national qui ne soit plus un BTS, mais qui soit le diplôme professionnalisant, tel qu'il y a le diplôme européen. Bon, on pourrait très bien envisager un diplôme national d'opticien en France, qui est le seul diplôme qui nous permettrait d'exercer la profession d'opticien lunetier. Monsieur Marinacci, je vois que vous acquiescez. Oui, non, mais il existe déjà une licence d'optique professionnelle qui a été acceptée par l'ensemble de la profession, l'ensemble des syndicats. Donc on peut déjà s'appuyer sur quelque chose de déjà existant, qui en plus est déjà en place dans pas mal de facultés, qui s'autofinancent, donc qui ne coûte rien à la collectivité. Donc pourquoi vouloir encore en plus essayer de réfléchir à quelque chose de différent, étant donné qu'on a déjà une licence qui est en place. Maintenant, il est clair que les licences d'optique professionnelle sont un petit peu, au niveau de leur contenu pédagogique, sont un petit peu différentes en fonction des facultés. Donc oui, une harmonisation au niveau du contenu pédagogique de cette licence, mais on l'a déjà en place, elle a été agréée par l'ensemble des syndicats d'opticiens. Donc il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà, puisque a priori on est dans un concept de faire des économies et donc de pas obligatoirement rajouter quelque chose qui va coûter cher au niveau de la collectivité, bien entendu. Docteur Bourg, pourquoi le SNOF refuse d'attribuer des nouvelles tâches aux opticiens, même ceux qui ont des formations supplémentaires? Est-ce que vous avez des explications concrètes à nous donner? Vous savez, les protocoles de coopération sont très difficiles à mettre en place, on le voit avec les orthoptistes, et l'HAS est extrêmement pointilleuse sur les responsabilités. L'avantage de faire des délégations avec des orthoptistes, c'est qu'on contrôle le processus de A à Z, et notamment au sein d'un cabinet, on voit les patients juste après. Si on envoie chez quelqu'un d'autre, on ne peut pas contrôler la qualité qui est faite. Vous parlez des orthoptistes qui travaillent en cabinet? Oui. D'accord. Et alors là, vous allez créer les... Oui, donc vous continuez votre argumentaire. Donc avec l'opticien, vous ne contrôlez pas, c'est ça? Parce que vous l'envoyez vers l'extérieur. Et en mettant en place un protocole... L'opticien est en fin de course dans le circuit. Si on le met en début, ça change complètement. D'ailleurs, le rapport Reynard est très dubitatif sur le fait de faire des professionnels de premier recours au niveau master. Il y a un gros point d'interrogation et pour l'instant, il n'y a pas de perspective dessus. Après, il faudra voir dans les années à venir, après, en fonction des besoins. Mais pour l'instant, la priorité, c'est quand même les orthoptistes. Parce que les patients, ils viennent nous voir, nous. Donc, on les a chez nous. Donc, on a besoin de faire face aux besoins qu'on a dans les cabinets. Alors, pour revenir au problème de la formation en 3 ans,
Si ça passe au niveau licence, comme les autres professions paramédicales, il faudra revoir complètement la refonte du système d'enseignement, à mon avis. Et ça serait le moyen aussi de recontrôler enfin la démographie des opticiens, qui est complètement débridée, hein, parce qu'actuellement, on a plus de 2000 formés par an. Oui, d'ailleurs, ça va être l'objet d'un de nos débats. Il y a à peine 150 départs en retraite. Alors, quelle est la profession en France, même en dehors de la santé, qui pourrait se permettre une chose pareille? Au niveau de la santé, c'est une aberration complète. Alors, vous parlez donc de déléguer les tâches aux orthoptistes. Vous avez également un projet qui est sur le point d'être créé, c'est les TASO, techniciens assistants en soins ophtalmologiques, alors qui auront une formation bien moins poussée que les opticiens ou les orthoptistes, puisque je crois que ce sera ouvert aux infirmières aides-soignantes ou secrétaires médicales justifiant d'une certaine expérience, qui passeront un CQP. C'est bien ça ? On a dit beaucoup de bêtises là-dessus. C'est pas du tout une quatrième profession qui serait créée au niveau de la filière. Notre réflexion, c'est actuellement, que ce soit les ophtalmos, les orthoptistes, surtout depuis qu'on a ouvert une partie de nos congrès aux orthoptistes, et les opticiens ont beaucoup de formations à leur disposition, notamment les opticiens en 2 CQP. C'est pas pour ça qu'en ouvrant 2 CQP aux opticiens, on a fait une nouvelle profession. Et dans les services d'ophtalmologie et les cabinets, on a d'autres professionnels, comme les secrétaires médicales qui existent depuis longtemps, comme les infirmières ou les aides-soignantes, et qui n'ont pas de formation spécifique sur leur poste de travail en ophtalmologie. Donc depuis 2004, on a une loi qui s'appelle la loi sur la formation professionnelle et au dialogue social, qui a été promulguée sous l'égide de Laurent Hénard déjà, et qui oblige les employés et puis les branches professionnelles à prévoir des actions et des plans de formation pour les salariés. Donc, et il y a le DIF qui a été créé, le droit individuel à la formation, qui est de 20 heures par semaine, donc on peut cumuler jusqu'à 120 heures au bout de 6 ans, et on n'a rien actuellement à leur proposer. Donc on va mettre en fait, tout ce qu'on veut mettre en place, c'est une formation continue en fait, hein, qui serait axée sur le poste de travail, qui n'a pas pour but de faire une profession supplémentaire. Qui consiste en des modules de formation qui seront ouvertes. Ces modules seront ouverts séparément sur les professions d'origine. Donc certains modules seront ouverts aux secrétaires, d'autres aux infirmières, par exemple pour l'activité en bloc opératoire. Mais ce n'est pas ça qui va faire une nouvelle profession. C'est simplement reconnaître ce qu'elles font actuellement et les rendre plus efficaces dans les cabinets. Donc elles feront quoi? Elles feront quoi? Parce que je pense que ce sera majoritairement des femmes. Alors actuellement, dans les cabinets, c'est 90% de femmes à peu près comme salariés. Elles appuieront sur le bouton de l'autoréfractomètre? Alors, actuellement, on assiste à une réorganisation des cabinets d'ophtalmologie. Les gens se regroupent, on travaille en multisite, souvent en multiposte. Les ophtalmologistes se regroupent sur des plateaux techniques. La plupart des ophtalmologistes opèrent. Donc on a des besoins à la fois sur les plateaux techniques, sur les blocs opératoires, puis dans les cabinets. Après, dans le CQP qu'on veut mettre en place, il y a une partie administrative et secrétariat, il y a une partie sur l'assistanat pour la consultation, il y a une partie pour le bloc opératoire, une partie sur les appareils qu'on utilise, etc. Donc c'est toute une série d'organisations autour, ça n'est pas de déléguer des actes médicaux comme ça a été dit. Alors, monsieur par exemple, ce qui est prévu dans le décret des orthoptistes ne sera pas délégué. Elles ne feront pas d'acte, par exemple, le secrétaire ne fera pas un champ visuel ou ne fera pas un examen à l'OCT. Monsieur Verpletz, le docteur Bourg disait que ce n'est pas une quatrième profession, et vous, au contraire, vous pensez que ça y ressemble beaucoup? Si ça n'est pas une nouvelle profession, ça y ressemble effectivement énormément. Qu'on ne leur confie pas d'actes médicaux, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la réfraction et l'équipement lentille de contact est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme des actes techniques et non pas comme des actes médicaux. Donc rien n'empêche les TASO, avec leurs centaines d'heures de formation, si M. Bourg peut voir dans l'avenir, tant mieux. Moi, je dis qu'il y a des professionnels qui ont une formation, qui ont une compétence et qui ont une pratique, utilisons-les. Alors, ce qui me fait sourire particulièrement, c'est qu'en compagnie de notre ami Jean-Bernard Rottier, depuis 2 ou 3 ans, on se retrouve sur des tables rondes. On n'est pas toujours d'accord, et bien heureusement. Sinon, Jean-Bernard Rottier, président du SNOF. Voilà, ce serait d'une tristesse. Mais Jean-Bernard Rottier nous a répété 2 années de suite sur le SILMO qu'il ne voulait pas d'une quatrième profession. Quelque temps après, alors ça c'est vraiment anecdotique, parce que quelque temps après, nous apprenons par la presse professionnelle, je ne donnerai pas par quel biais, que
2 syndicats professionnels d'opticiens soutenaient le SNOF dans leur volonté de ne pas reconnaître la profession d'optométriste, et ces mêmes organisations professionnelles nous disaient mais on est favorable à l'optométrie mais pas aux optométristes. Il faudra qu'ils m'expliquent un petit peu en détail. Et le lendemain, on apprend là encore par la presse professionnelle qu'une 4e profession est créée pour faire ce que n'importe quel opticien optométriste est capable de faire. Alors, j'aimerais essayer de comprendre la logique de la démarche. On nous promet qu'il y aura, on ne souhaite pas qu'il y ait une 4e profession et on en crée une. Et par contre, il y a des professionnels formés, compétents et qui occupent le terrain, et eux, on n'en veut pas. Alors, Monsieur Marinacci, votre avis sur les TASO? Voilà, moi j'ai la sensation aussi que c'est une nouvelle profession. Maintenant, ça ne fait que réglementer ce qui existe déjà, ce qui est déjà pratiqué dans les cabinets d'ophtalmologie. Comme tout le monde le sait, on sait très bien que les secrétaires mettent les gouttes pour dilater, etc., etc. Donc, maintenant, si a priori les ophtalmologistes en ont besoin pour leur pratique quotidienne. Mais ce qui n'est pas clair, c'est au niveau vraiment, on a entendu un petit peu de tout concernant ces TASO, c'est-à-dire le niveau de pratique, ce que les TASO vont avoir le droit de faire, de ne pas faire. Donc c'est là que c'est quand même assez flou. Est-ce que c'est déjà défini, Monsieur Bourg? Est-ce que c'est défini? Est-ce que c'est écrit quelque part? Il y a des référentiels qui ont été faits, mais c'est une formation conventionnelle complémentaire. Il n'y a rien de réglementaire là-dedans. C'est comme si vous interdisez à vos personnels de faire, vous avez des personnels également dans les magasins d'optique, si vous leur interdisez de faire toute formation. Simplement, c'est arrivé à les rendre plus performants dans le cabinet. J'ai jamais dit que j'étais contre la formation des TASO. Oui. Qu'ils fassent des formations au niveau secrétariat pour être plus efficaces, pour mieux accueillir le patient, etc. Moi, je suis complètement favorable. Mais pourquoi créer une nouvelle profession? Bon, si c'est pour instiller des gouttes, à la limite, je ne comprends pas pourquoi ce genre d'activité. Nous, on nous empêche d'utiliser des colliers orthopiques pour faire des examens de dépistage sérieux. Par contre, des secrétaires, des assistantes auraient le droit de faire ces pratiques qu'on nous interdit. Alors, il y a un médecin derrière. Beaucoup de nos nous sommes complètement favorables pour travailler avec les médecins. C'est les médecins qui refusent de travailler avec nous. Monsieur Verplet, beaucoup de nos aquinotes ont réagi sur notre forum de discussion à propos des TASO. Et beaucoup estimaient que c'était une raison économique. Ça allait finalement coûter beaucoup moins cher aux ophtalmos d'embaucher ses secrétaires finalement au même salaire, avec peut-être une petite prime liée au CQP, que d'employer des orthoptistes ou des opticiens. Non, les secrétaires sont déjà là. Alors, au niveau des orthoptistes, bon, on dit tout à l'heure, on est passé de 2200 en l'an 2000 à actuellement 3400. Les perspectives, c'est d'arriver à 5-6 000 en 2025. Donc vous voyez qu'on ne sacrifie pas du tout les orthoptistes. Simplement, on sait qu'on va avoir à faire face à une augmentation importante des besoins en personnel, en partie liée à la réduction des ophtalmologistes, mais pas seulement. Donc on a besoin de se réorganiser, et puis on a besoin de personnel qui sont compétents. Donc c'est pas une nouvelle profession, c'est pas ça. Une nouvelle profession, il faut qu'il y ait un référentiel métier, il faut que ça soit reconnu par les pouvoirs publics, il faut que ça soit inscrit au registre national des certifications professionnelles. Il y a toute une série on n'en est pas du tout là. Non, les TASO, c'est simplement une formation complémentaire qu'on donne à des gens qui sont réglementairement en place et dans un cadre légal. On n'ira pas plus loin. Et qui coûte pas cher. Je peux intervenir. Vous voulez, attendez, Olga Prenat réagir. J'ai juste un truc à dire. Le débat est très intéressant. Par contre, je trouve bizarre, on n'a pas encore parlé une fois de la population. Parce que là, on est en train de débattre interprofessionnel. De la demande en soins visuels. Voilà. Donc, et les TASO, les orthoptistes dans les cabinets, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas parlé une fois de la population. Je veux dire, le souci se situe surtout au niveau de la population. Il y a des zones de France qui sont totalement démédicalisées, où les gens n'ont aucune possibilité de voir un ophtalmologiste d'une manière tout à fait facile. Donc déjà, il faudrait pouvoir régler ce souci-là. Nous, au niveau de l'UDO, ce que nous préconisons avec l'évolution de la profession vers l'opticien optométrie, c'est au moins déjà au niveau des zones qui sont totalement démédicalisées, où il n'y a plus d'ophtalmologiste, de pouvoir prendre en charge la partie lunettes, la partie lentilles de contact. Et au moins prendre en charge cette partie-là, puisque pour l'instant,
au niveau de la population, on n'a pas du tout parlé des besoins et du problème C'est vrai démographique. qu'on est parce que axé sur cette émission plutôt que sur ce la soit, formation que ce des soit les opticiens. TASO dans les cabinets d'ophtalmologistes ou que ce soit les orthoptistes, on ne règle en rien le problème de démographie médicale et du manque d'ophtalmologistes. Madame Prenat, oui. Surtout, je suis d'accord ce que dit François. C'est déjà la réalité dans les régions de France où les attentes parfois pour prendre un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, c'est 6 mois, c'est vraiment un bon délai. Ça peut aller jusqu'à 2 ans dans le Nord, Alsace, la Creuse, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Ce n'est pas une urgence lorsqu'on veut une ordonnance pour refaire les lunettes. Et les clients, enfin les patients, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez l'opticien pour faire un examen de vue et pour faire les lunettes. C'est la réalité aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, c'est les choses qu'on sait faire et c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de régions de France. Et ça se passe bien. Et souvent, les ophtalmologistes, justement, ils disent que vous allez chez l'opticien pour faire vos lunettes, pour... Je ne vois pas où est le problème. Parce que, bon, d'une part, quand c'est des lunettes cassées, la plupart des ophtalmologistes prennent rapidement. On avait fait une étude il y a 2 ans. La plupart prenaient dans la semaine qui suivait, même dans les 48 heures. Ensuite, effectivement, depuis 2007, il y a l'ordonnance qui est renouvelable. Donc, on peut s'appuyer là-dessus. Donc, le problème des lunettes, il a été... si le dispositif augmentait un petit peu en efficacité, le problème des lunettes, il est réglé par le décret de 2007, en grande partie. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on fait à peu près 35 millions d'actes. Là-dessus, on n'a que 10 millions de prescriptions optiques. La moitié, ça se fait dans un cadre où on suit les patients pour une pathologie donnée. Donc, on n'a que 5 millions de personnes qui sont demandeurs de lunettes, qui repartent avec des lunettes. Et là-dessus, la moitié sont redirigées également pour d'autres examens. Donc, le problème des lunettes, il est devenu minoritaire. Donc, le problème qu'on a, nous, c'est effectivement de faire face aux pathologies. Et le fait, par exemple, qu'il n'y aurait plus d'ordonnance du tout obligatoire, ça ne va absolument pas régler le problème des délais, au contraire. Alors, donc le problème, c'est les gens qui ont une pathologie et qui n'accèdent pas rapidement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réorganiser les cabinets avec des aides. D'où l'intérêt d'avoir des opticiens qualifiés en optométrie qui font certains tests de dépistage. Bon, je fais encombrer en plus les consultations. Qui vont encombrer, il vaut peut-être mieux encombrer les consultations pour des patients susceptibles de présenter une pathologie. Je voudrais en revenir au TASO. Olga, quand on décrit un peu les tâches de ce que feront les TASO, est-ce que vous pensez que les opticiens seraient à même de les pratiquer? Pourquoi pas en passant ce CQP? Est-ce que ça pourrait être un débouché pour les très nombreux diplômés, un peu plus de 2400 cette année, qui sortent chaque année? Certaines tâches sont déjà pratiquées au magasin puisque la réfraction objective, c'était suite au décret, et on a le droit de la pratiquer aujourd'hui notamment. Donc bien sûr, on part toujours de la réfraction. Maintenant, il existe, peut-être ils sont très minoritaires, mais il existe des opticiens qui travaillent déjà avec les ophtalmologistes en cabinet. Donc, et même en milieu hospitalier. Donc ils sont salariés d'un ophtalmologiste statistiquement, je crois que ça... Tout à fait. Pour faire des réfractions, et vous savez ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font d'autres tâches que la réfraction? Les prises de mesure, etc. Les acuités visuelles, la prise de la réfraction objective, la réfraction subjective, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut se développer, Monsieur Bourg, les opticiens salariés en cabinet? Parce que là, ce serait sous votre contrôle, du coup. On sait qu'il y a quelques collègues qui utilisent effectivement des opticiens dans leur cabinet, probablement en dessous de 100 à peu près en France. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce que politiquement, je pense que ça passerait pas. Ça fait pas partie des priorités actuelles. Après, et pourquoi ça passerait pas? Il y a beaucoup d'opposition interne, à la fois des orthoptistes et puis des ophtalmologistes. Donc après, on verra dans quelques années. Alors le problème, effectivement, c'est les 2000 diplômés qui sortent tous les ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire les années à venir? Ça, c'est un autre sujet. Oui. En général, ce sont les personnes qui ont fait Bac+5. Voilà, donc c'est ceux qui ont le master. Il y a un autre problème au aussi, schéma initial. C'est qu'il n'y a pas de poste de la convention collective actuellement. Il y a des postes pour les infirmières, pour les orthoptistes, pour les secrétaires médicales, mais il n'y a pas de poste opticien. Donc ils sont employés d'une façon. Ça peut se créer. Oui, mais il faut qu'il y ait un consensus pour ça. Il faut qu'il y ait une volonté. Donc il n'y a pas pour l'instant, le consensus n'existe pas. Donc très rapidement, Philippe. Pour que des opticiens travaillent il faut effectivement avant tout une volonté. Que des opticiens niveau Bac+3 ou Bac+5 puissent travailler en cabinet. Pour changer les statuts, il faut une volonté. Je voudrais juste revenir sur les chiffres du docteur Bourle il y a quelques instants, qui parlait d'une grande partie de ces consultations qui débouchaient sur des scrum medical. Je me souviens des résultats du CREDES de l'adresse en 2001 ou 2002, je ne sais plus, qui évoquait 4% des patients en cabinet d'ophtalmologie avaient besoin de soins médicaux et 60 et quelques % qui avaient besoin
besoin uniquement de lunettes. Ce sont les chiffres du CREDES, c'est pas moi qui les ai Donc inventés. ça c'est un autre sujet, on en parlera peut-être dans un autre débat. Je voulais juste dire aussi que l'opticien dans les cabinets d'ophtalmologie a failli être une réalité, parce que Monsieur Saunier est là, il avait d'ailleurs commencé les négociations avec le docteur Ziegmuller à une certaine époque, justement sur ce principe d'opticien en cabinet, et a priori ça a fait chou blanc, si je ne m'abuse. Hein. Il y a une volonté d'aller plutôt vers les orthoptistes. Mais il en était question à une certaine époque. Par contre, il est vrai que nous, au niveau de nos statistiques, il y a beaucoup d'opticiens optométristes niveau master qui travaillent dans des cabinets d'ophtalmologie. Et vous avez des chiffres précis ? On les donnera. On n'est pas là pour donner obligatoirement que des chiffres. Mais on n'est pas contre. On n'est pas contre du tout le fait que des opticiens optométristes puissent travailler dans des cabinets d'ophtalmologie. Donc on parlait de volonté, en tout cas du côté des opticiens, il y a une vraie volonté de progresser dans leur formation, puisque un sondage que nous avons réalisé sur Acuité en février dernier montre que 36% d'entre eux se disent prêts à passer un master pour élargir leurs tâches. Donc la profession a envie de progresser, a envie d'avoir de nouvelles compétences. Et 34% attendent de voir s'il y a une modification. Donc vous avez pratiquement 60... Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus d'un tiers, il y a plus d'un opticien sur 3 qui est prêt à passer un master. Et donc, il y en a 27% qui veulent rester au niveau BTS. Voilà, par contre, il y en a... Voilà. Et Dr Bourg, que vous inspirent les résultats de ce sondage ? Vous savez, dans le domaine de la santé, les choses bougent très lentement. Et même lorsque tout le monde est d'accord sur un sujet, ça met des années à évoluer. Et il faut au moins 5 ou 10 ans pour que ça se mette en route. Et quand il y a des oppositions, ça met beaucoup plus de temps encore. Dans le cas du projet qui a eu en l'an 2000, il y avait une opposition farouche de 90% des ophtalmologistes à ce projet. Donc il n'a pas pu avoir lieu. On avait proposé quelques années justement que les opticiens qui voudraient se rediriger vers la filière médicale puissent valider une partie de leur formation au niveau de l'orthopsie. Et puissent recommencer donc des études d'orthopsie à niveau, par exemple, Bac+2. Et là, on a aussi une volonté farouche des syndicats d'orthoptistes contre. Donc ça ne s'est pas fait. Mais nous, on n'était pas opposés à ce qu'il y ait des passerelles possibles, au moins partielles. Alors moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que finalement, si on attribuait des tâches supplémentaires aux opticiens qui auraient le master, est-ce que ça revient à une reconnaissance de l'optométrie ? Finalement, on pourrait très bien faire ça sans reconnaître le mot optométrie. Monsieur Marinacci, est-ce que ça impliquerait forcément une reconnaissance de l'optométrie en France ? Moi j'y tiens. Oui, ça serait une reconnaissance, puisque c'est la pratique qu'on cherche. Mais le mot optométrie, j'y tiens, parce qu'en fait, c'est tout simplement pour qu'il y ait une harmonisation au niveau européen, parce que dans les échanges entre les pays au niveau des métiers, en fait, on aime bien échanger quand on s'appelle de la même manière. Donc, dans le cadre du principe d'harmonisation européenne, moi, j'aime bien opticien optométriste, parce qu'on est opticien et on est optométriste. Voilà. Monsieur Verpletz. À ce titre, j'abonde dans ce que vient de dire Jean-François. Il y a quelques années, nous avions fait un sondage parce que, pour ma part, je préfère le terme optométriste parce que, par définition, étymologiquement, de par sa formation, l'optométriste est à la base opticien. Donc, opticien optométriste, c'est redondant, c'est un pléonasme. Bon, ça a été voté en Assemblée Générale. Le choix a été de conserver cette terminologie opticien optométriste. Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que dans les pays anglo-saxons, ce sont deux formations qui sont totalement distinctes. Donc on peut pas. Il y a les deux professions qui travaillent en parallèle. Donc on peut pas parler. Il y a les opticiens, les dispensing opticians et les optométristes. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut en France. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'évolution du métier d'opticien avec plus de compétences, une profession indépendante d'opticien optométriste. Je vais te répondre comme l'a fait Monsieur Bourg à plusieurs reprises. Nous sommes en France et quand on dit en France opticien optométriste, c'est à la base, je ne parle pas de la Grande-Bretagne, c'est à la base une formation d'opticien. Bon, nous en sommes là. Bon, donc le fait de dire opticien optométriste, c'est redondant. Un optométriste est fondamentalement un opticien. Point. Alors, Monsieur Marinacci, lors de la dernière conférence de presse de l'UDO, vous avez dit que lorsque vous rencontrez des élus, des députés, des sénateurs, on voyait une vraie volonté de reconnaître l'optométrie et pourtant ça n'avance pas. Comment expliquez-vous ça ? Non. Il est difficile de revenir là-dessus. Il y a une vraie volonté gouvernementale pour pas que ça évolue. Alors comme j'ai expliqué dernièrement à un de vos confrères, c'est que donc,
le gouvernement ne veut pas. Il y a une volonté politique, puisque quand vous avez une proposition de loi qui a récolté 80 signatures de députés, vous avez 15 médecins, vous avez les 2 vice-présidents de la commission santé de l'Assemblée nationale, on ne peut plus dire qu'il n'y ait pas une volonté. Donc maintenant, on va attendre que le gouvernement passe, puisque c'est une volonté gouvernementale. Le gouvernement, on sait ce que c'est, ça vient, ça va, ça dure, ça perdure pas. Donc, Donc vous misez sur 2012 ? Bien sûr. Docteur Bourg ? Alors, nous, le mot optométriste, on n'aime pas, pour des tas de raisons. La principale, c'est que ça renvoie à une définition bien précise du Congrès mondial de l'optométrie, qui couvre à la fois les fonctions d'opticien, d'ophtalmologiste, d'orthoptiste. Donc nous, ça ne nous convient pas du tout. Olga, vous dirigez donc l'Institut et Centre d'optométrie. Que réagissez-vous à la définition du docteur Bourg sur l'optométrie ? C'est difficile. C'est difficile de réagir. C'est la science de la réfraction. L'optométrie en France est née au sein de notre école, de mon établissement que je dirige aujourd'hui. Donc on peut la définir comment l'école a démarré effectivement en 1917. Alors aujourd'hui, on peut effectivement jouer sur les mots. Bon, j'ai bien compris votre contrainte. Maintenant, moi, je préfère rester sur les faits. Voilà, il y a des choses qu'on sait faire. Maintenant, pour ma part, peu importe les noms. On sait faire aujourd'hui la réfraction, on la pratique. Maintenant, il faut que les professions se décident quel nom ils vont donner. Maintenant, on les forme bien et ils pratiquent bien leur métier. Docteur Bourg, le mot de la fin. Le problème, c'est que le mot optométriste, il y a des significations très différentes suivant les personnes. Donc c'est un mot qui n'est pas fiable en soi. Il faudrait déjà peut-être le définir pour avancer. Il faudrait peut-être le définir. Les voisins ne sont pas d'accord sur... Une chose très simple et très rapide, quand le docteur Bourg nous dit recouvre la profession d'opticien, oui, puis comme je le disais tout à l'heure, pour nous, en France, l'optométriste est par définition un opticien. D'orthoptiste, non, on n'a jamais envisagé de faire de rééducation, c'est pas notre travail, c'est pas notre métier, c'est pas notre boulot. Entraînement visuel. Pardon ? Il n'est pas noté entraînement visuel dans les définitions du WCO. Hein, il est parlé de réhabilitation et on parle d'ergonomie visuelle, des conseils de positionnement, etc. Donc il n'a jamais été question de faire le travail de l'orthoptiste, il n'a jamais été question de faire le travail de l'ophtalmologiste, puisque nous ne voulons pas être des médecins, nous ne sommes pas des médecins, et nous disons bien que nous nous occupons de dépistage et jamais de diagnostic. Donc les choses sont claires, on n'empiète sur aucun domaine. On fait le travail d'opticien plus les activités qui sont des activités non médicales et non orthoptiques. Donc la définition de l'optométriste n'empiète sur aucune autre profession. Merci Monsieur Verpletz. On va clôturer ce débat. On voit qu'il y a encore énormément de travail à faire pour que vous accordiez, pour faire progresser. Donc j'espère que ce débat sera l'occasion de nouvelles rencontres entre vous, en espérant que vous travaillez ensemble pour la progression du métier, la progression de la formation, la revalorisation du diplôme. On attend 2012 pour voir peut-être ce qui va se passer, s'il y a un changement de gouvernement, on verra. Voilà, et surtout ne pas oublier le porteur, puisque c'est quand même à lui que ça s'adresse pour réduire les délais de rendez-vous chez les ophtalmologistes et qu'il puisse accéder à sa correction visuelle le plus rapidement possible pour lui. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques minutes pour un débat sur la carte de professionnel de santé, le dispositif Sésame Vital et le DMP. Je vous remercie de votre attention, à très vite. Merci messieurs, dames.